tiers livre, un cycle qui s'appelle 40 jours. Le principe, 40 fois un exercice à faire au quotidien si vous tenez le rythme, mais vous pouvez prendre le train en marche quand vous voulez, rattraper l'exercice en retard. Il y a une progression générale, évidemment, mais c'est souple. À nouveau, un exercice qui va être peut-être loin du littéraire. Je ne vais pas avoir besoin de m'appuyer sur aucun livre, mais c'est précisément pour ça que je tiens à le faire. En quoi des modes d'appréhension du réel qui sont utilisés dans d'autres systèmes de représentation, le cinéma par exemple, ils font partie de notre approche intérieure du réel, mais dès lors qu'on se retrouve avec le langage textuel, sa linéarité, mon point de départ, Honoré de Balzac. Grande vénération, et j'ai lu ça quand j'avais 15-16 ans, et tout d'un coup, tu te dis, je peux me balader de livre à livre, et ça fait un monde. Ce monde-là, il est superposé à l'autre, peut-être qu'il vaut mieux, et c'est comme ça qu'une vie se décide. Donc, Balzac, pour moi, c'est un absolu. Ça marche comment, les livres de Balzac ? Tu as un regard, c'est-à-dire que tu te superposes au corps de celui qui te raconte l'histoire. C'est un corps qui fait environ, je ne sais pas quelle hauteur il faisait, mais c'est pas bien grand, Balzac. Allez, mettons 1m54, quelque chose comme ça. Assez épais, j'en ai déjà parlé. Il n'a pas beaucoup de dents, il en reste 3 ou 4. Et quand il rigole, il met sa main devant sa bouche. Mais ça, c'est pas la question. Nous, quand on se superpose au corps de celui qui nous raconte l'histoire, c'est parce qu'il est dans notre dos et qu'il nous pousse, il nous tient par les épaules et il nous promène dans des lieux vides. La maison du père Grandet ou Honorine, tiens, pour moi, peut-être un des livres les plus magiques, là, comme ça, de Balzac. Ou Guérande dans Béatrix. Ça commence comment ? Soit Honorine, soit Béatrix. Prenez Béatrix, vous entrez dans ce manoir, enfin en tout cas cette demeure d'une vieille famille de Guérande, et puis on passe une pièce, et puis l'autre pièce, on est souvent dans les architectures 19e, c'est-à-dire qu'il y a le perron, un couloir traversant, un jardin, une cour derrière. Chez Grandet, par exemple, on peut aller jusqu'au bout de ce jardin d'agrément derrière. Il y a 3 vieilles marches de pierre, une porte en bois qui ferme plus très bien, puis de l'autre côté, c'est un genre de potager. Mais ce seuil et cette vieille porte vont exister. À gauche, vous pouvez avoir la cuisine, dans les ailes, vous pouvez voir les écuries. Là, je pense à Honorine. Et puis, à l'étage, vous aurez des chambres. À droite, vous aurez un salon, un fumoir. Le détail n'a strictement aucune importance. Mais prenez le cabinet des antiques. Quand vous entrez dans cette salle où de vieilles personnes se retrouvent pour jouer, pour occuper la vie de province, pareil que dans Béatrix, narrateur, avec son regard là à 135 degrés, on en a parlé hier, ce regard va là, se tourne, vous montre ça, revient, va au bout de la pièce, se tourne, voit ça. On est tout le temps en vision linéaire. Linéaire comme quoi ? Linéaire comme un chapitre de livre. Ce moment littéralement hallucinant pour moi, dans Balzac, où, soudain, dans ce qui vous apparaissait la visite d'un lieu vide, avec un regard anthropomorphe et un angle fixe, à une hauteur du sol fixe, eh bien, soudain, vous vous apercevez que dans le fauteuil, il y a une silhouette, ou que sur la table de jeu, une main est là, qui s'avance et qui ramasse la mise. Breton disait « Il nous envoie ses cartes postales ». Eh bien, aujourd'hui, nous, on va se les reprendre, les cartes postales. Simplement, on va se les reprendre d'autres façons. Comment on perçoit, nous, aujourd'hui ?
Si je prends ce petit gadget, un petit gadget dont se servent les agents immobiliers pour fabriquer des visites virtuelles, des choses qu'ils mettent à vendre. Vous la posez là, la hauteur a beaucoup d'importance. En général, on la met à hauteur des yeux pour avoir un effet de représentation tel que votre usage le permet. Il y a deux objectifs à 180 degrés. Ce qui n'est pas facile à manier ensuite, c'est coller les deux images. L'algorithme vous les fera coïncider, mais il y a toujours on appelle ça le stitch, éliminer le stitch. Bon, il y a tout un tas de combines, c'est technique, on ne va pas aller là, mais on est parfaitement habitué, nous, maintenant, à cette vision à 360 degrés. Pas seulement ceux qui font des jeux vidéo. À preuve, quand un chirurgien opère quelque part dans le cerveau, est-ce que le chirurgien opère le cerveau? Oui, il opère le cerveau, il est là chez lui avec son ordi et ses petites manettes, mais dans quoi il avance? La machine, elle avance dans le cerveau du patient. Mais lui, il se déplace dans une image numérique en 360 qui a été faite la veille, en tout cas dans l'intervalle de temps le plus rapproché, et ce qu'il visualise, c'est ces déplacements dans l'image, tandis que la machine, elle, opère le cerveau du patient. Donc cette question de l'image immersive, l'image à 360 degrés, elle n'est pas seulement celle d'un monde de loisirs. Preuve comment ça se développe aussi dans, par exemple, les sites de visite immobilière, pour le plus banal, mais toutes les expériences de reconstitution 3D associées à des grandes expositions culturelles. Là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est juste de dire ceci existe, et en littérature, est-ce qu'on sait l'utiliser? Alors, le déplacement circulaire du regard, on l'a déjà travaillé dans un de nos cycles précédents. Je vous mets le lien dans les compléments, vous aurez accès direct. Si vous avez le temps, vous pouvez aller revoir cette vidéo. De quoi on était parti? C'était le cycle qui s'appelait « Prendre », où on partait d'expériences hors littérature pour cette même question, savoir qu'est-ce que nous on pouvait en tirer. J'étais parti d'un film de Chantal Akerman, où une caméra se déplaçait lentement, circulairement, tout simplement un petit truc, un petit plateau robotisé. Elle mettait environ 1 minute 30 pour faire le tour complet de la chambre. On ne voyait que ça. À un moment donné, il y avait une fenêtre, il y avait un bureau, il y avait une porte vers d'autres pièces, il y avait la porte d'entrée vers l'extérieur, et dans un endroit très précis, là, il y avait une femme allongée sur un lit. Le film n'est pas très long, mais à chaque fois que la caméra passait, la posture était différente, l'occupation était différente, et comme il s'agissait du seul personnage dans le film, bref, et qu'on ne pouvait rien arrêter, on ne pouvait pas entrer en contact avec le personnage, mais la façon dont le personnage avait changé constituait 7, 8 tours, 7 ou 8 figures d'un récit possible qu'il revenait à vous de construire. Mais la construction d'imaginaire tenait à ce mouvement tournant, implacable, de caméra, pendant lequel, sur 10 secondes de la minute et demie, il y avait ce personnage-là qui devenait visible. Parmi vous, certaines s'en souviendront, et tant mieux. Il ne s'agit pas de refaire 2 fois le même exercice. Il s'agit de revenir à cette technique Balzac. Des appartements, des intérieurs. On n'a pas encore travaillé sur la notion d'intérieur dans ce cycle. Lesquels on porte d'intérieur, très loin dans le souvenir, peut-être depuis l'enfance, ou d'un lieu particulier, peut-être qu'on n'y est pas resté très longtemps, mais la rémanence de ce lieu, elle est là. Ou bien une expérience au plus direct, depuis votre
quotidien, pas forcément là où vous habitez. Ça, c'est vous, le responsable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme. Et si on travaillait comme les agents immobiliers, allez voir, par exemple, récemment, bon, c'est assez embryonnaire. Je pense que par rapport à l'argent qu'ils ont payé, moi, avec 500 balles, une petite machine comme ça, je leur faisais ça en bien mieux. C'est la maison de Claude Simon, près de Perpignan, à Sals. Eh bien, on a une vue 360 de l'extérieur, une vue 360 de l'entrée, une vue 360 de sa pièce de travail, une vue 360 de la chambre du séjour, je sais pas. Et puis après, ce qui est très facile, avec le moindre petit code ou sur ces sites-là créés pour les agents immobiliers, vous créez un petit repère, et puis si vous amenez la souris ou avec un casque VR, si seulement vous fixez le regard et que vous l'immobilisez sur cette zone, la porte s'ouvre et vous changez de lieu. Mais en attendant, quand vous êtes dans cet espace, comment vous le percevez? Vous regardez vers le haut, vers le bas, vous vous retournez, vous vous fixez ensuite vers le lieu que vous allez vouloir rejoindre. Attention, je répète, je suis lourd, c'est pas la question de la technique qui m'importe. Il y a une seule chose qui conceptuellement peut être importante, c'est la notion d'immersivité. L'histoire des appareils optiques est aussi l'incrément de ce qui change dans la possibilité d'immersion en tant que spectateur. L'image en relief, l'image stéréoscopique. Bon, c'est pas la question de l'image 360 en tant que telle. C'est pas la question de l'artefact. C'est la question de comment nous-mêmes, quand nous investissons un lieu, pourquoi Balzac le retranscrit linéairement? Parce qu'il ne sait pas faire autrement. Est-ce que Flaubert fait un peu différemment? Prenez la première fois que Frédéric Arnoux vient dans une soirée. Prenez la première fois que Frédéric Moreau vient amené par Monsieur Arnoux dans une fête qu'organisent Monsieur et Madame Arnoux. Et que tout d'un coup, les visages, les paroles, les déplacements dans l'appartement, tout va prendre un sens symbolique. Déjà, de Balzac à Flaubert, une façon d'investir l'intérieur est différente. Je ne parle pas de Marcel Proust. Regardez cette fameuse scène avec le bourdon, le petit narrateur tout en haut de la cage d'escalier, et puis tout en bas dans un recoin, Charlus et Jupien. Là, cette perception globale, en 3D, laissons tomber tous ces mots, mais on n'est pas du tout dans une représentation balzacienne de l'espace, quand on est chez Proust. Vous me direz que de banalités pour pas grand-chose. Vous avez le droit. Mais est-ce que vous l'avez fait intentionnellement en écrivant? Alors c'est quoi ma proposition, vous allez me dire? Eh bien on va se reprendre le coup de Chantal Akerman. Chantal Akerman, c'est la caméra qui tourne comme ça, et un personnage, et elle fait tourner 8 fois la caméra dans le même endroit. Ben vous partez de cet appartement qui pour vous a cette rémanence, a cette inquiétude. Je pense à un livre de Pierre Bergogneau qui s'appelle B17G, ou non, Pellier. Mais je crois que c'est un petit peu le même lieu dont il parle. Mais en tout cas, donc Pellier, c'est là où, pour la première fois, enfant ou adolescent, chez une vieille dame à qui on rendait visite dans le Gers, une fois par an, une grande-tante, quelque chose comme ça, dans cet appartement, eh bien, c'est là que la première fois, il a été confronté à un masque africain. Bergou entre et visite cet appartement qui lui est resté à cause de l'intensité de cette énigme qu'était pour lui le masque africain. Je pense que c'est pas difficile pour chacun de savoir qu'est-ce qui est suffisamment précis comme appartement, comme intérieur, comme maison, peut-être un lieu de travail tout aussi bien. Salle de prof, quelque chose dans une usine, dans un bureau, ça m'est égal. Prenez ce film de Hitchcock, tiens, ça fait 2 fois qu'il vient, lui, qui s'appelle Terroriste. Eh bien,
C'est cette époque où on change les bobines de film. Et donc, on habite derrière l'écran. Et puis, à la table de la cuisine, quand on s'aperçoit que ça commence à sautiller, devenir gris, vite, on fait le tour de la salle, on va à la cabine de projection, on change la bobine. Et le lieu prend cette complexité. Vous allez le faire comme ça avec la caméra qui tourne? Peut-être. Mais elle fait qu'un tour et elle change de pièce. Elle fait qu'un tour, mais ensuite elle passe la porte. Ce site-là, tout ça je mets en lien, hein, sur la maison de Claude Simon. Eh bien, vous êtes dans la pièce à côté, vous refaites ça. Mouvement tournant, ça c'est Chantal Akerman. Ces petites bestioles qui fabriquent de l'image 360, oh ben vous les mettez sur Facebook, ça marche pareil. Vous voyez qu'il y a un tout petit sigle qui s'affiche en haut, et puis soit vous les regardez sur votre téléphone, et quand vous bougez le téléphone, vous avez accès à la totalité de l'espace. Si c'est sur l'ordinateur, vous allez, avec votre souris, déplacer vers le haut, vers le bas, et vous aurez le 360. Donc, c'est ça que je vous propose. Oubliez toutes ces histoires de technique. Mais sachez que vous, quand vous vous remémorez, ou que vous représentez intérieurement, mentalement, un lieu qui pour vous compte, qui peut être un lieu actuel, un lieu de travail, ou un lieu mémoriel, telle maison d'enfance, avec beaucoup, où on y a été beaucoup, on y a été peu, et qu'on y a été longtemps et beaucoup, ou peu de temps, mais que ça, dans telle ville, dans telle époque, ça a laissé cette rémanence, je suis sûr que vous aurez vite fait de choisir. On a besoin de l'écrire parce qu'on ne l'a pas encore fait. C'est comme ça qu'on choisit le lieu en question. Oubliez ça, oubliez ça. C'est des prothèses, c'est des béquilles, c'est des artefacts. Ce qui compte, c'est la tête, les yeux, les mains, et que pour nous, il y a déjà longtemps qu'on n'est plus, quand on arrive quelque part, comme le petit bonhomme de Balzac. Et c'est pas faire injure à Balzac que de dire on travaille là-dessus. Prenez cet appartement, une pièce en sphérique, et on glisse vers un autre endroit, les lieux de transition, un couloir d'appartement. On le voit en sphérique, où on glisse à l'autre bout du couloir. Il y a une porte, vous entrez dans cette porte, petite cuisine avec une fenêtre donnant sur un autre côté que la première pièce. Vue sphérique. Et ça peut être tout simple. Hein. Si c'est la cuisine en sphérique, eh bien, vous pouvez, comme dans un rêve, c'est quoi les petits magnettes sur le frigo? C'est quoi la plante verte devant la fenêtre? C'est quoi le truc qu'il y a au mur? C'est quoi le sol? C'est quoi le plafond? C'est quoi? Et ça, je prends un exemple qui me vient là immédiatement dans la tête. Vous allez voir que c'est extrêmement impudique aussi, selon la source que vous utilisez. Ce que je veux, c'est qu'on refabrique un appartement comme le font les agents immobiliers pour vous donner l'illusion que vous vous promenez dans du réel. Notre réel, ce sera nous, un souvenir proche, là, ce qui est votre espace de travail ou votre lieu de vacances. Pensez Marguerite Duras et tout ce qu'elle fait, par exemple dans l'été 80, à partir de son petit studio des Roches Noires à Trouville, face mer, avec la plage. Mais on se déplace en relief d'un lieu à un autre, dans 2, 3, 4 maximum, points symboliques d'organisation de la rémanence du souvenir. Je le dis de façon compliquée, c'est pas du tout compliqué. Ce qui compte, c'est que faire cet exercice sur ce lieu, pour vous, ça compte. Pour vous, ce soit important. Et simplement, enlevez le petit réflexe du bonhomme balzacien. Il y est toujours. Prenez Google Street View. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit bonhomme que vous trimballez là, à l'endroit où vous allez voir en vision. Ouais, sur Google Street View, on est en vision 360. La caméra étant posée sur le toit de la voiture. On voit les ombres, souvent. N'empêche que cette question du regard anthropomorphe,
elle reste le symbole du petit point qu'on installe. Choisissez la maison, l'appartement, le lieu de travail, loin dans le temps, tout près, le lieu qui vous inquiète ou qui vous réjouit, peu m'importe. Pensez que si on fait de la littérature, c'est pour entrer dans nos inquiétudes. Non, je me trompe. Et puis là, simplement dire « Enlève-toi de là, petit bonhomme Balzac. Moi, je me déplace ici, et puis là, comme la caméra tournante de Chantal Akerman, avec une vision 360, là, de ce tout petit déplacement. » Réfléchissez bien avant d'écrire. Vous verrez après, trouver 30 minutes bien à l'abri dans un petit coin quelque part, ou au bistrot, ou dans un train, où vous écrivez, je sais pas. Mais le principal du temps est dans la réflexion, pas dans l'exécution. À demain.